Ce qui est en effet intéressant dans le roman, et plutôt original, c'est qu'en effet, on n'est pas dans la situation classique d'un trio, la femme, le mari et l'amant, et du meurtre programmé du mari et réussi, qui va permettre ensuite au couple de pouvoir vivre sa passion au grand jour sans contrainte. Zola aime ce genre de modification des schémas classiques, comme on le voit déjà dans le roman Thérèse Raquin, où en effet, ça, même si le meurtre du mari gênant a lieu, Laurent et Thérèse ne vont absolument pas pouvoir véritablement profiter de cette vie ensemble au grand jour, et ils vont au contraire s'autodétruire. Ici, le schéma n'est pas le même. Il n'y aura pas d'autodestruction dans la haine. Par contre, ce qui évidemment semble étonnant et totalement irrationnel ou illogique, Jacques ne va pas pouvoir tuer Roubaud, non par raisonnement, mais au contraire par une incapacité physique à passer à l'acte, alors qu'il va tuer Séverine, la femme qu'il aime depuis longtemps, qu'il aime passionnément et avec laquelle il avait des projets d'avenir. Zola s'intéresse beaucoup à la figure du criminel et à toute la science de l'époque qui essaye d'analyser le profil du criminel. Ici, il en donne une image avec cette idée qui peut sembler évidemment choquante, notamment pour l'époque, que le meurtrier n'est pas totalement responsable de ce qui lui arrive et de ce qu'il fait. Première caractéristique ici, cette notion d'altérité à l'intérieur de soi. Comme on l'a vu, cette notion est souvent assimilée, et comme on l'a ici dans cette citation, assimilée à une animalité. Une clameur de foule dans son crâne l'empêchait d'entendre. Tandis que des morsures de feu derrière les oreilles lui trouaient la tête, gagnaient ses bras, ses jambes, le chassaient de son propre corps, sous le galop de l'autre, la bête envahissante. On a bien cette idée que les symptômes prémonitoires du meurtre sont des symptômes et ne sont pas issus d'une décision de la part de Jacques. Là encore, il est le théâtre d'un véritable bouleversement intérieur et d'une altérité radicale qui s'exprime à l'intérieur de lui, qu'il découvre en lui avec horreur et qu'il assimile par cela, pour cette raison, à la notion de bête envahissante. C'est donc toute cette image, qui est évidemment cauchemardesque dans l'inconscient collectif, de découvrir en soi une altérité radicale, quelque chose qui nous pousse à agir malgré notre volonté, sur laquelle nous n'avons aucune prise et qui nous pousse ici au meurtre, et notamment au meurtre de la femme que l'on aime. Donc, on a bien entendu ici la violence des symptômes physiques, on n'est pas du tout dans la raison, dans l'intellectualisation, dans la préméditation bien sûr du meurtre de Séverine, on est dans une impulsion radicale, impérieuse, qui est assimilée ici à l'idée finalement que le personnage de Jacques, son identité d'homme, son identité d'homme intégré dans une société, est totalement évacué par autre chose qui est à l'intérieur de lui et qui est totalement bestial. Autre exemple, ses mains n'allaient plus être à lui dans l'ivresse trop forte de cette nudité de femme. Et Jacques va d'ailleurs essayer tous les moyens de contrôler ses mains en les mettant sous son corps, en essayant de les bloquer, comme si elles devenaient autonomes. Donc on a vraiment cette peur du personnage, cette angoisse, qui découvre justement cette altérité radicale, et devant l'angoisse de cette violence contre laquelle il n'arrive pas à lutter, il ne peut qu'assimiler cette violence à l'image d'une bête. Deuxième caractéristique que nous avions déjà évoquée auparavant, c'est la pulsion de possession.
Cette phrase "embrasse-moi comme si tu me mangeais", dite par Séverine peu de temps avant sa mort, est caractéristique de cette pulsion cannibale que nous avions déjà évoquée. Cette idée que la violence et la violence de pulsions qui ne sont pas canalisées par la société est ici omniprésente et sous-jacente. Nous avons ensuite la description de l'état intérieur de Jacques après le meurtre. Enfin, enfin, il s'était donc contenté, il avait tué. Oui, il avait fait ça. Une joie effrénée, une jouissance énorme le soulevait, dans la pleine satisfaction de l'éternel désir. Il en éprouvait une sorte d'orgueil, un grandissement de sa souveraineté de mâle. La femme, il l'avait tuée. Il la possédait, comme il désirait depuis si longtemps la posséder, tout entière, jusqu'à l'anéantir. Autre citation qui évoque la même idée, il était gorgé, repu, ivre de l'effroyable vin du crime. Ce qui est intéressant dans cet état intérieur de Jacques, c'est bien entendu la notion de jouissance, de libération, évoquée bien entendu par les exclamatives et répétée plusieurs fois dans ce passage, ce plaisir infini, sans nuance, éprouvé par le personnage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une jouissance physique reconnue et un véritable plaisir de l'assouvissement de cette pulsion, sans aucune ombre liée à des scrupules, comme il le disait lui-même tout à l'heure, à des remords, à des interdits moraux ou légaux qui pourraient entacher son plaisir. Ce qui est intéressant également, c'est le fait que lorsque le personnage évoque, le narrateur à travers le personnage ici, évoque ce plaisir véritable éprouvé par le personnage, il utilise le mot mâle, un grandissement de sa souveraineté de mâle. Comme si cet épanouissement véritable de son identité dans l'assouvissement de cette pulsion le ramenait à un état proche de l'animalité, là encore, et que pour qu'il y ait véritablement un épanouissement de son identité, il est nécessaire d'en revenir à ce stade. Vous voyez que on a bien entendu là encore, comme on l'avait auparavant, cette assimilation, posséder, c'est détruire. La plus grande possession possible de quelque chose est dans sa destruction, et ici, la plus grande possession possible de la femme est dans son anéantissement. Il y a une véritable ivresse du personnage, une jouissance, et ce qui est intéressant, c'est que plus tard, Jacques n'aura pas véritablement de remords, ça n'est pas un personnage qui sera rongé par la culpabilité, pas du tout. Ça n'est pas un personnage qui ira se livrer à la police. Il fera même condamner Cabuche, un innocent, à sa place. Et le personnage ne se suicidera pas, par exemple, à la fin, désespéré d'avoir tué sa bien-aimée. On a une certaine impunité du personnage et une certaine reconnaissance que son idée, son identité, c'est cela, et qu'il ne peut véritablement connaître de plaisir et d'épanouissement personnel que dans l'assouvissement de cette pulsion. Donc, pourquoi s'en priver? Dans son étude du criminel, Zola va aussi toujours s'interroger sur l'influence du milieu et l'influence, bien entendu, de la famille et de ce qui pourrait traverser le personnage indépendamment de sa propre identité. Ou du moins, Zola va s'interroger, est-ce que l'individu, l'identité de l'individu, n'est-elle pas nécessairement traversée par des choses qui n'ont rien à voir avec la personnalité uniquement de Jacques, avec une sorte de peut-être d'utopie, d'une spécificité, d'une originalité radicale ou d'une indépendance radicale du sujet. On le trouve ici, puisque, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans le roman, il a
cette réflexion sur l'héritage et sur les raisons pour lesquelles cette pulsion existe à l'intérieur du personnage. Comme ici, il relie cette pulsion aux premiers âges de l'être humain. Était-ce sa soif qui était revenue de venger des offenses très anciennes dont il aurait perdu l'exacte mémoire, cette rancune amassée de mal en mal depuis la première tromperie au fond des cavernes? On a donc une sorte d'hypothèse ou de mythe, d'une certaine façon, d'une tromperie originelle de la femme étant trompeuse, bien entendu, depuis Adam et Ève, on le sait bien, c'est elle qui pousse à la faute. Donc il y a cet imaginaire de la femme qui serait machiavélique d'une certaine façon, trompeuse nécessairement, et que finalement, ces différents meurtres n'étaient qu'une sorte de rétribution, de vengeance, de moyen de rétablir un équilibre face à cette tromperie originelle et à ce déséquilibre originel. Et ce qui est intéressant ici, c'est cette image d'une sorte de finalement, alors qu'à un autre moment il envisageait de tuer Robot, et que pour lui c'était tout à fait dans la logique naturelle, d'une sorte de solidarité masculine dans cette image et cette transmission d'un besoin de venger une offense initiale. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est cette interrogation et ce besoin de rattacher un acte ponctuel d'un personnage très précis, Jacques Lantier, à une époque très précise, et de faire traverser le personnage de mouvements, de pulsions qui viendraient d'un âge extrêmement ancien, comme ici même ce besoin de vengeance. De la même façon, ce qui me semble intéressant, c'est de relier cette pulsion de Jacques avec une sorte de mythe de la femme dangereuse, de la femme machiavélique, contre laquelle les hommes doivent se protéger. Pour conclure, le narrateur rappelle les causes du meurtre. Au mépris de son intérêt, il venait d'être emporté par l'hérédité de violence, par ce besoin de meurtre qui, dans les forêts premières, jetait la bête sur la bête. Et rappelez ici très nettement cette idée que, bien entendu, ce meurtre n'est absolument pas logique, ne préserve absolument pas Jacques et ne va pas selon les intérêts personnels du sujet. Mais ici, il ne s'agit pas véritablement, ou il ne s'agit plus de sujet, mais d'individus, d'un moi habité par une hérédité de violence. On se souvient de ce que Jacques évoquait peu de temps après avoir été avec Flore, la scène avec Flore, sur l'hérédité familiale. Cette hérédité de violence, vous voyez, elle va même au-delà de l'hérédité familiale dans la lecture qui en est faite ici, mais d'une sorte d'hérédité de violence de l'ensemble de l'espèce humaine, et qui ramène l'espèce humaine à une animalité que l'on trouve ici dans les forêts premières, l'idée que c'est un besoin de meurtre qui jette la bête sur la bête. On a donc bien entendu une vision de l'animal qui présuppose un instinct destructeur, un instinct de conflit, et la bête, ce motif est utilisé pour motiver la peur ici, pour justifier ou du moins essayer d'exprimer cette violence que l'on ne comprend pas et qui est à l'encontre de tout raisonnement logique. Jacques, dans ses pensées intérieures, va d'ailleurs l'exprimer. Est-ce qu'on tue par raisonnement? On ne tue que sous l'impulsion du sang et des nerfs, un reste des anciennes luttes, la nécessité de vivre et la joie d'être fort. Là, ça me semble un passage très intéressant dans la conception aussi de Zola, du meurtrier, qui va lui valoir bien entendu beaucoup d'opposition et une forte polémique par rapport à cette image-là. Le meurtrier n'est pas un meurtrier qui agit par logique, par préméditation, qui n'est pas le maître dans sa propre maison, comme le dirait Freud,
Et ici, il y a bien cette idée que le meurtre est une pulsion. Le meurtre obéit à une pulsion. On ne tue pas par raisonnement. La deuxième chose, c'est qu'il associe cette pulsion, vous voyez comme on va le retrouver dans les autres romans des Rougon-Macquart, bien entendu, cette importance de l'impulsion du sang et des nerfs. On pourra travailler justement sur cette notion de l'équilibre des comportements et de tout le travail que Zola a fait pour essayer de travailler sur les comportements de ces différents personnages par rapport à leurs attitudes en utilisant la science de l'époque. Et on a également cette image, un reste des anciennes luttes que l'on avait déjà auparavant, cette image d'une sorte de primitivité de l'homme qui le traverse malgré lui. L'espèce est là, à travers chaque individu. Et la nécessité enfin de vivre et la joie d'être fort me semblent également des expressions très intéressantes. Donc cette logique du vivant, mais pas que. On a aussi cette joie d'être fort. Vous voyez l'idée qu'il y a un plaisir, un épanouissement, comme on l'avait dans la description des sensations, de la sensation suprême de jouissance de Jacques lorsqu'il tue Séverine. On a cette idée que l'épanouissement véritable, ou peut-être pas véritable, mais du moins il y a un bonheur, ce qu'il a plutôt une joie ici, une joie très forte de sentir cette toute-puissance. Et évidemment, cette joie est problématique. Et la suite du roman, où on verra que Jacques n'est pas détruit par sa conscience morale, va poser problème, bien sûr, pour les lecteurs de l'époque, comme elle peut poser problème encore aujourd'hui. Donc, on a un personnage qui, contrairement à la raison, contrairement à ce qu'on pourrait penser être sa pulsion première, ne va pas tuer le mari gênant, l'obstacle, celui dont il devrait être jaloux finalement, et contre lequel il devrait avoir au contraire une pulsion, un désir de meurtre, que sa raison aurait plutôt à canaliser, contrôler. Au contraire, il va essayer de se raisonner pour se forcer à se convaincre que le meurtre de Roubaud est nécessaire, souhaitable. Il va être dans l'incapacité physique de le réaliser et il va tuer sa propre maîtresse, contrairement à tout raisonnement, en effet, à toute logique, bien entendu, mais sous l'impulsion d'un mouvement extrêmement puissant qui le traverse, mais qui lui procure une jouissance infinie. Pour conclure, nous avions posé la question, initialement, la bête humaine serait-elle Jacques Lantier? Bien entendu, tout le roman souligne cette identification et cette idée qu'en effet, Jacques Lantier, par son mal, est assimilé à une bête. Et ce qui me semble intéressant, c'est que ça n'est pas un humain bestial, ici, vous voyez dans l'expression qui est choisie, mais la bête humaine. Cette expression est d'autant plus inquiétante puisque ça n'est pas juste un individu qui a des traits caractéristiques dominants humains et une tendance à la bestialité qu'on pourrait assimiler à l'idée d'une violence ici, mais c'est plutôt l'inverse. Jacques n'est pas véritablement un être humain, il est d'abord une bête à l'apparence humaine ou avec des caractéristiques humaines. Donc, dans l'équilibre entre le nom et l'adjectif épithète, on a bien entendu, en utilisant l'expression la bête humaine au lieu d'un humain bestial, outre le fait que ce serait beaucoup moins élégant, il est souligné la puissance de la bête, du caractère bestial, et l'idée que finalement le cœur, le noyau de l'individu, est cette bête. Alors, et que du coup, ce qu'il y a d'inquiétant, bien entendu, pour le lecteur, et qu'on a trouvé déjà dans de multiples contes, pour enfants notamment, et qui traversent l'inconscient collectif, est cette idée que parmi nous, au sein de la société, des gens dits civilisés, qui ont une apparence tout à fait respectable, comme on le voit par exemple de Jacques
lors de la scène avec Flore dans le film de Renoir, quelqu'un qui a l'air totalement responsable, un individu digne de confiance, s'avère être un véritable meurtrier, s'avère contenir en lui une véritable horreur dans sa pulsion de mort et en plus, on le verra dans la suite du roman, son absence de scrupules, de remords, de, euh, de reproches véritables. Il ne vivra pas mal le meurtre de Séverine. De ce point de vue-là, le thème de la bête est utilisé et est intéressant parce qu'il renvoie dans l'inconscient collectif à une dangerosité évidemment extrêmement grande. Et vous voyez cette opposition entre bête et humaine, a priori, qui se veut être presque un oxymore, dans cette idée que on est soit un homme, soit un animal, mais qu'il y a une distinction entre les deux, bien heureusement, puisque nous avons le langage, la perfection, le progrès, puisque nous avons la civilisation, la morale, etc. Et que là, au contraire, Zola interroge cette proximité et cette différence entre les deux, de même qu'il utilise nos représentations, les représentations du lecteur de ce que peut être une bête, pour évidemment se servir dans l'imaginaire collectif de cette représentation de la peur par excellence. De la même façon, comme on l'a vu, cette idée d'identifier Jacques Lantier à une bête humaine, c'est une façon, on utilise le thème de l'animal pour représenter un autre que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas, qui agit selon des logiques qui ne sont pas des logiques rationnelles, et dans cette idée d'un autre radical qui nous échappe et qui nous fait peur. Et ce qui me semble intéressant chez Zola, c'est que bien sûr Jacques Lantier est assimilé à la bête humaine, mais finalement, ce qu'il éprouve profondément, ce qu'il est profondément, est-ce plutôt animal ou plutôt humain? Zola problématise véritablement cette question. Et vous voyez que dans la façon dont il a décrit petit à petit le comportement de Jacques, son mal et les différents moments où ce mal se manifeste, on a toute une réflexion, une ambiguïté et une interrogation. Ce mal, qui semble rapprocher Jacques d'une forme d'animalité, n'est-il pas finalement profondément une caractéristique humaine dans cette découverte de l'inconscient, d'un inconscient qui fait peur bien entendu, mais qui serait caractéristique de l'individu? Est-ce que finalement le mal que Jacques éprouve, et qu'il fait d'ailleurs, n'est pas profondément ancré dans l'espèce humaine? C'est bien entendu un certain nombre de pistes que l'on a dans les citations que nous avons étudiées. Donc ce qui me semble intéressant, c'est que Zola ne répond pas de façon péremptoire à la question. Bien entendu, l'œuvre est là pour problématiser, pour poser cette question et interroger. Est-ce que l'inconscient, que l'on découvre petit à petit à l'époque de Zola, on en est encore au balbutiement de la psychanalyse, mais néanmoins à la mise en valeur petit à petit de cette hypothèse de l'inconscient, est-ce que l'inconscient que l'on prend au départ comme étant quelque chose de profondément effrayant, la sensation que on n'est pas le maître dans sa maison et que il y a quelque chose en nous qui nous habite et nous fait agir malgré nous, c'est profondément terrifiant, évidemment, mais Zola, évidemment, n'assimile pas cette pulsion qu'à l'animal, et plutôt essaie de le rattacher aussi à une sorte d'identité humaine. Il y a du coup, à travers cette interrogation sur l'animal, bien entendu, toute une interrogation finalement sur qu'est-ce qu'être humain, et qu'est-ce qu'être humain en tant que moi, et éventuellement dissociation du moi, mais également en tant que moi, individu, pris dans une espèce, et dans un mouvement d'une espèce vivante, qui a une logique, qui a peut-être un passé familial, mais même, comme on l'a vu, au-delà, un passé lié à l'ensemble de l'espèce. Et là, c'est presque prémonitoire de ce que d'autres psychanalystes vont travailler, notamment Jung, sur l'inconscient collectif.
Donc ça me semble très intéressant parce qu'on est dans une problématisation de cette réflexion. Qu'est-ce qu'être un individu finalement? Qu'est-ce que l'identité? Et est-ce que véritablement on peut assimiler cela à un animal, à un homme? Quels sont les points communs entre eux et quelles sont leurs divergences?